Bonjour Stephen King. Bonjour. Voilà près de 40 ans que vous faites trembler ou palpiter des millions de lecteurs, très fidèles, on va les entendre tout à l'heure, et toujours très impressionnés par la qualité, mais aussi par le rythme et le volume de votre production, pratiquement un roman par an de plusieurs centaines de pages. Comment écrivez-vous ? Well, I go out every day and sit Je down sors tous les around, jours 7:30 in the morning and work until et je me noon. mets au travail à 7h30 du matin jusqu'à midi, 7 jours par semaine. Et aussi longtemps que les idées me viennent, pour moi, c'est pas du boulot, c'est du jeu, c'est du plaisir. C'est du plaisir tous les jours de l'année, 365 jours par an ? Now, it isn't fun every day. C'est pas drôle tous les jours, At least to start with, but usually, Enfin, au début. most days it warms up. mais la plupart des jours, bon, ça se réchauffe un by petit the time peu that I'm et done, I don't quand j'ai want to be terminé, done. I je wanna veux pas terminer keep en on fait. going. Je I voudrais enjoy continuer. what I do. I like J'aime it. bien ce que je fais, j'aime ça. Donc vous continuez de vous amuser en écrivant. Contrairement à vos personnages, vous n'êtes jamais dans la souffrance. Well, I won't say that I'm never suffering. Je dirais pas I que je suffer, souffre and jamais. there Je have been souffre. plenty of days when I've sat Et down il y to a work when des I jours, don't je me feel suis very assis au well. travail, I je me might sens pas have a bien, cold, I might je have suis aches and enrhumé, pains. j'ai des I'm not douleurs as ici et young as là. I used to be, Je suis pas aussi and jeune que je so, l'étais. there are plenty of days when it's a Ah little bah, bit il y a hard. des jours où c'est But un peu the difficile. work Mais is an escape. le travail, an c'est escape une hatch. échappatoire. It's a way to get C'est out of une the voie de ordinary sortie de life, the ordinary la vie world. ordinaire, du monde ordinaire. And living a different life. And Et même pour vivre une vie différente. It's true that some of the characters are, Ouais, c'est vrai que certains des a little bit, personnages sont un peu troubled and sometimes they're in terrible dérangés, situations. dans des situations horribles But I parfois. get to watch that happen. And Mais je also, regarde comment ça se I produit like tout to ça. think that Et j'aime somewhere bien down the penser line, que I'm gonna have parfois, readers who quelque are gonna part, je vais avoir des lecteurs they're going to have the hell scared out of them. And qui I like vont that avoir too. la trouille de leur vie. Et ça aide. En regardant votre œuvre Stephen King, car c'est devenu une œuvre, on y trouve toutes les hantises de l'époque, menaces technologiques, climatiques, politiques, terroristes, dérèglements individuels, vous venez d'en parler. Et on se demande quel est le domaine du mal que vous n'avez pas encore exploré dans vos romans. Oh, well, it's a very hard thing to say C'est what I haven't une question explored très yet, because difficile, parce if que je I n'ai pas thought of encore those exploré. things, Parce que si I j'avais would have pensé, explored them je l'aurais already. déjà exploré. So, they're somewhere in Bon, the il y a future. I think that quelque part à l'avenir, oui. through the course of most of my work, À travers I la think plus of grande partie de mon stories travail, that I je wanna réfléchis à tell. des récits que je veux And, raconter. I sit down and I write Et je those m'assieds, things, je and les when I'm écris. done, Et quand j'ai then I terminé, can set that work aside. alors je peux mettre for a de little côté ce while, travail pendant un and certain then come temps, back to it et puis y and say, revenir et dire why did I do this? pourquoi ai-je donc fait Pourquoi? ça? Why did I write this in the first place? Pourquoi j'écris ça en premier lieu? And then you see what it was Et that was puis on concerning voit me, what quelle est la partie qui me terrors concerne drove it. For instance, particulièrement, with quelles sont Under mes the terreurs. Dome, Par exemple, sous le dôme, I said to myself, je me suis dit, this is our world, really. c'est I notre can take this monde. town and Je put peux this one prendre little cette town of ville, Chester's cette Mill petite ville, Chester's Mill, et je under a peux la dome, placer sous but un really, dôme, sous we're cloche, all under a dome. sous cloche. Et We véritablement, all live voilà, on this nous one vivons little tous blue sous cette planet, cloche. and we Nous have vivons tous nowhere sur else cette to petite go. planète bleue. We On have n'a nulle part limited où aller. resources. On a des ressources We limitées. have people who don't Il y a agree, des gens qui ne sont pas and d'accord. they have to work out their Et problems. ils doivent So, régler leurs problèmes. all of those things, Donc toutes when ces I look at the choses-là, book quand again, je I regarde say, ce those livre are à the nouveau, things je me dis, that I ben want voilà, people to be c'est afraid of ça dont je veux que les gens in aient this peur particular book, because dans they're ce what I'm livre afraid précis. of. Parce que c'est de ça que j'ai And peur moi. so, Et I try to highlight those j'essaie de mettre things l'accent and sur make ces them, points-là more part of the book, et to d'en make faire them une an plus grande underlying partie theme. du livre, que ce soit véritablement le sous-jacent du livre. Est-ce que vous croyez au diable, Stephen King ? Yes, I do believe in the devil. I think Oui, it's in us. je crois au diable, je crois qu'il est en nous. En I nous. think that God is in us, but Et I que think Dieu the aussi devil est en is nous. Mais je very crois much in que us. That's why we're le in the diable est situation that we're très in présent the chez nous. world today. Et voilà nous, la mais- situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce monde. En nous, mais pas comme une force extérieure. C'est pas le diable, force extérieure qui a déréglé la société américaine, qui a répandu l'usage des armes à feu, le fondamentalisme religieux ou la presse à scandale.
J'ai jamais rien écrit au sujet du diable en tant que tel. Il y a beaucoup d'histoires où le diable est un personnage important, comme le diable chez David Webster. Il y a l'histoire de Faust. Mais il y a beaucoup d'histoires qui parlent du diable. Mais moi, non. Parce que moi, je n'étais jamais sûr qu'il y avait un diable à l'extérieur. Je suis certain qu'il y a quelque chose dans nos âmes, à nous, qui aime la violence, le terreur, le mal. Et chacun d'entre nous a fait à un moment ou à un autre quelque chose de très méchant. Et c'est ça le diable en nous. Mais un vrai diable avec des petites cornes, une petite queue, non, je pense pas là, non. Non, le diable en nous qui dérègle, qui peut dérégler des esprits ou rendre des gens possédés. Kennedy, Stephen King, vous y avez consacré un livre brillant paru l'an dernier en France, 22-11-63, le voyage dans le temps d'un enseignant qui tente d'empêcher la mort du président américain. C'est aussi un roman d'amour et une plongée dans l'Amérique des 60s où les enseignes de fast-food n'avaient pas envahi le paysage, où les gens étaient plus solidaires, moins individualistes qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a chez vous de la nostalgie pour cette Amérique-là? Yeah, I would say that to some degree I'm nostalgic for it. D'un certain point de vue, je suis nostalgique de cette période. C'était un livre marrant à écrire. Et ça remonte à la question que vous avez posée sur le diable. Et dans le cas de l'assassinat de Kennedy, il a été tué par Monsieur Personne, en fait, un type de la classe moyenne, en colère, un jeune homme qui avait des problèmes parce qu'il était incapable d'aller à Cuba. Eh ben, il en rendait Kennedy responsable. On ne peut pas le considérer comme un diable avec des cornes et une queue, mais bon, à la fin du livre, dans cet endroit où on laissait les livres d'école, et on fait face à lui et on voit le diable dans ses yeux, on voit le mal dans ses yeux. Parce que pour moi, il y a une différence entre le diable, qui est un personnage mythologique, mythique. Le diable n'est pas plus réel que, disons, le Joker de Batman, dans Batman, ou un de ces super méchants, les mauvais. Et quand on en parle, eh bien, eux voient le diable dans les yeux de Oswald. C'est un acte horrible, mais est-ce que ce mal vient de l'extérieur? Pour moi, c'est la grande interrogation. Est-ce que le mal vient de quelque chose à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une force qui nous pousse à faire des choses mauvaises? Ou alors c'est à l'intérieur de nous? Est-ce que ça fait partie de l'équipement original? La Bible dit que ça fait partie de notre équipement original, ça s'appelle le péché originel. Oswald, l'assassin de Kennedy, que vous tenez pour étant le responsable de sa mort, c'est votre conviction à 99% qu'il y avait un tireur solitaire. Vous dites, vous êtes beaucoup documenté pour ce livre, vous avez consulté une pile de livres et d'articles presque aussi haute que vous. C'est une certitude ou une quasi-certitude que vous avez sur l'assassinat de Kennedy, Stephen King? Il n'y a rien de sûr. Moi, je suis certain, au fond de moi-même, que c'était Oswald qui l'a fait, en me fondant sur mes lectures et certaines des choses qui ont été publiées depuis. Il y a 50 théories alternatives, mais toutes les autres preuves suggèrent que c'est Oswald qui a commis le crime. Vous savez, c'est dans 9 cas sur 10 ou dans 99 cas sur 100, l'explication la plus simple, c'est la véritable explication. Ben, le point, c'est que la raison pour laquelle j'ai du succès, c'est que les gens veulent une histoire qui ait du sens. Il y a cette tendance à chercher la grande conspiration. Les gens préfèrent toujours la théorie du complot. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux conspirationnistes?
Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il y a des gens qui vont croire que c'est la CIA qui a tué Kennedy, des gens qui vont croire que c'est la mafia qui a envoyé Jim Canna pour tuer JFK, parce que ça a du sens. Ce que les gens ne veulent pas, c'est que l'idée qu'on vit dans un monde qui vit du hasard, où un petit gars au chômage, malade chronique, peut tuer le président Kennedy et changer le cours de l'histoire. Mais ça n'a rien de différent avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Même chose là. Réfléchissez-y. En 1933, en 1944, il y avait une conspiration pour assassiner Adolf Hitler. Ça a presque réussi. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si ça avait réussi? Ce qui s'est passé, c'est que Hitler était protégé par une table qui lui est tombée dessus à raison du souffle de la bombe. Une table a changé le cours de l'histoire. Et les gens n'aiment pas croire que des choses comme ça, qui arrivent par hasard, peuvent influencer nos vies. Ben voilà, pourtant c'est comme ça. Mais ça fonctionne pour le bien aussi. Un monument de la littérature contemporaine avec nous ce matin sur France Inter, Stephen King, l'auteur vivant le plus adapté au cinéma, Carrie, Shining, Christine. Et je n'en cite que quelques-uns, avec aujourd'hui le retour du petit garçon de Shining, Danny Torrance, devenu Dr Sleep, qui, grâce à ses pouvoirs, aide les mourants d'un dispensaire à passer de vie à trépas. Je n'en dis pas plus, après Shining, il était inimaginable, Stephen King, que Danny Torrance puisse devenir un adulte normal. Et sinon, il n'y aurait pas eu de livre. Ça dépend de votre définition de la normalité. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il est resté dans mon esprit et que je voulais écrire à son sujet à nouveau, c'est qu'il arrivait d'une enfance qui était tellement dérangée, tellement dérangeante. En Amérique, on appelle des gens comme Danny Torrance des codépendants, des gens qui sont contraints de vivre avec des gens qui aiment des gens avec des personnalités destructrices. Et ces gens grandissent en ayant eux-mêmes des personnalités détruites et destructrices. Je voulais le suivre un petit peu et voir ce qui lui arrivait. Face à vous, Stephen King, des auditeurs, lecteurs, admirateurs qui nous ont contactés aussitôt votre venue annoncée. D'abord, Alex Rêve. Bonjour Alex, bonjour. Merci d'être là dans ce studio. Vous avez 35 ans, vous habitez Paris et vous avez envie d'interpeller Stephen King? Tout à fait. Je vous en prie. Alors, cher maître... Bonjour Alex. Bonjour cher maître. Donc j'ai quelques questions pour vous. Certains de vos livres semblent en faire naître d'autres. N'avez-vous jamais eu l'idée de créer des liens, par le biais de nouvelles éventuellement, entre chacun de vos ouvrages, afin que la totalité de votre œuvre devienne une immense toile? Oh, merci beaucoup. To me, the books are real. Pour moi, les livres sont vrais, sont réels. Je ne suis pas dingue, mais quand je me mets à l'écriture, j'écris ces mêmes endroits vraisemblables parce que moi, je viens d'une petite ville, d'un petit village rural. C'est naturel pour ces gens d'avoir des liens les uns avec les autres. J'ai commencé à écrire une série de livres qui s'appelait The Dark Tower, la tour sombre. Il me semblait que c'était le point central pour d'autres livres. Et ça m'a donné, en fait, une colonne vertébrale pour d'autres œuvres. Et il y a des allers et des retours. Mais il y a certaines œuvres qui sont en dehors de ce domaine-là. Parce que tout le monde meurt dans le monde. Donc ça se relie à aucun autre de mes livres.
Il y en a 2 ou 3 autres semblables. Un livre comme Misery, où c'est dans une autre partie de la ville. Mais même avec Misery, ça mentionne l'hôtel Overlook, qui fait partie du livre Shining. J'aime l'idée que ce que j'essaie de créer soit une œuvre complète, ou que tout ça fasse plus ou moins partie du même paysage. Et dans votre dernier livre, vous avez en quelque sorte marié ou fait rencontrer Shining et Misery à travers 2 personnages. Oui, je l'ai fait. Alex citait à l'instant les nouvelles qui sont les vôtres. Vous êtes aussi, Stephen King, l'un des maîtres de la nouvelle, de l'histoire courte. Pourquoi ce genre littéraire est-il si peu en vogue aujourd'hui ? Je crois que beaucoup de magazines qui publiaient des nouvelles aux États-Unis ont soit fait faillite à cause de l'Internet, ou ils se sont rétrécis pour simplement couvrir les dernières informations ou quelques photos. Mais quelque chose d'intéressant commence à se produire aux États-Unis. Ça ne s'est pas encore produit en Europe, et certainement pas encore en France, parce qu'il y a une résistance au livre électronique en France. Aux États-Unis, beaucoup d'auteurs commencent à publier des nouvelles. Ça s'appelle des singles Amazon. Ce sont des œuvres plus courtes et l'écrivain les fournit directement à Amazon. Amazon prend un petit peu de commission, mais la plus grande partie des revenus va à l'écrivain. Donc c'est beaucoup plus lucratif pour les auteurs. Et ce genre de littérature réapparaît. Mais avant de continuer, je voudrais dire un mot, que j'aime le format de la nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire là-dedans. Le lectorat est beaucoup plus petit, mais en termes de la façon dont on l'écrit, c'est ce qu'il y a de plus malin dans la façon dont on écrit. Et moi, j'aime ça. Stephen King face à des auditeurs-lecteurs qui vous admirent. Pierre Roussel. Bonjour Pierre Roussel. Bonjour. Votre question pour Stephen King. Bonjour, Monsieur King, cher maître, comme disait Alex. Nombre de critiques et de lecteurs depuis quelques années réévaluent complètement votre œuvre à l'aune d'auteurs tels que Dickens, Edgar Poe ou Mark Twain. Cette évolution de perception à l'égard de vos livres ne vous permet-elle pas de penser que vous avez réussi à redonner à la littérature de genre la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, et que le mot littérature et le mot populaire ne sont pas antinomiques? Ça m'a toujours dérangé que la fiction littéraire, ce qu'on appelle la fiction littéraire, était sur un côté et la fiction populaire était de l'autre côté. Moi, j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un pont entre les deux pour que les écrivains populaires puissent traverser ce pont et que les écrivains littéraires puissent aller du côté du peuple. Et longtemps, très longtemps, les critiques se trouvaient vraiment comme des gardes-frontières au milieu. Ils disaient « Ah, non, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas passer d'un côté à l'autre. » Et je pense que ça a changé lentement, mais ça ne change jamais complètement. Imaginez Charles Dickens et jusqu'à aujourd'hui, il y a des critiques littéraires qui disent Charles Dickens, non, c'est pas vraiment un grand auteur. Il y en aura toujours des comme ça. Mais c'est intéressant pour moi qu'il y a un écrivain comme John Banville qui a remporté le prix Booker pour La mer. Et maintenant, il commence à écrire des petites nouvelles, des nouvelles populaires, sous un nom autre que le sien, sous un pseudonyme. Mais il y aura toujours
un point de vue chez les critiques littéraires que la fiction populaire, qui plaît à beaucoup de lecteurs, eh bien, de par sa nature propre, doit être en dessous des normes. Non, c'est pas toujours vrai. Mais il y a aussi des critiques littéraires qui sont incroyablement idiots en ce qui concerne la littérature populaire, parce qu'ils ne voudront même pas l'ouvrir. Hein, c'est vraiment très précieux comme attitude. Ah non, moi je ne touche pas ce genre de choses. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. D'autant qu'en France, l'actualité nous a montré que le prix Goncourt cette année vient du roman policier, en écrivant un roman historique. Donc là aussi, ça bouge les lignes bougent un peu. Je pense que ces lignes bougent, effectivement. Et la réception de la fiction populaire et du cinéma populaire en Europe, et spécialement en France, a été beaucoup plus importante, beaucoup plus large. Je crois que les Français ont une interprétation beaucoup plus large de ce qu'est l'excellence. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que les Français connaissaient Jim Thompson, qui a écrit La population de 180... qui a été adapté, voilà, qui a été adapté en français sous un autre titre. C'est le film de Tavernier. Coup de torchon. Coup de torchon, voilà. Yeah, right. Yeah, I know that one. Je le connais, celui-là, oui. Quels sont les livres ou les auteurs qui vous ont marqué, adolescent, Stephen King, et qui vous ont donné envie de faire ce métier, donné envie d'écrire? I think there were so many things that I read. Il y a tellement de choses que j'ai lues en tant qu'enfant. Et moi, je voulais faire partie de ce monde. Ouais. J'aurais aimé écrire ces choses-là. Mais le premier, c'était Ray Bradbury, qui a écrit des récits extraordinaires. Et William Golding, Le Seigneur des Mouches. Pierre Boulle, puis La planète des singes. C'était pas publié. C'était publié, La planète des singes, en France? Ah oui, non, mais c'est un auteur français, Pierre Boulle. Yes, it's French, but oui, il est français, mais sa planète des singes n'a pas été publiée tout de suite. Ah oui. Mais c'est un récit extraordinaire. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et même plus, L'île mystérieuse, des choses comme ça. Moi, je voulais faire ça. Et vous avez réussi? And you succeeded. Well, thank you. Vous avez un destin d'écrivain incroyable, Stephen King. Et il vous arrive de repenser au geste de votre femme qui a récupéré le manuscrit de Carrie dans la poubelle? Je ne sais pas ce qui serait passé si Tabby n'avait pas trouvé ce manuscrit. Et c'est un de mes souvenirs les plus vifs. J'avais écrit 8 pages, et c'était censé être une nouvelle, parce qu'à l'époque, c'était là où il y avait de l'argent pour moi. On n'avait pas d'argent. Je travaillais dans une blanchisserie, et là, de temps en temps, je publiais une petite nouvelle. Vous savez, je publiais dans des bouquins, dans des magazines de cul, quoi. Oui, Girly Magazine, voilà. Avec la fille à poil au milieu, quoi, qui tient un truc machin, quoi. Et cette nouvelle, elle était trop longue pour être publiée. Elle était dure, c'était difficile d'écrire au sujet de filles et de ce qui se passait dans les vestiaires des filles et tout ça. Et puis, vous savez, le monde des petites filles et des jeunes filles est secret, c'est un secret pour les hommes. Donc je l'ai jeté. Et ma femme est venue dans mon bureau, elle a vu ces papiers comme ça, froissés dans la poubelle, couvertes de cendres de clope, et puis elle les a sortis, elle les a repassés. Elle a lu l'histoire, et j'ai pu voir le petit sourire sur son visage. Elle a dit, Steve, c'est pas si mal que ça. Je dis, ouais, d'accord, mais je sais pas comment terminer. Elle a dit, je vais t'aider. Elle vous a aidé. Et ouais, elle m'a aidé. Et la fortune est venue quelques mois plus tard avec l'édition en poche de Carrie.
On vivait dans un petit appart. Il y avait 2 pièces. Il y avait la pièce où on dormait, elle et moi, et puis la pièce où il y avait le bébé qui dormait, c'est-à-dire la cuisine. J'ai eu un appel téléphonique de mon éditeur qui m'a dit on a vendu les droits de Carrie. Ah bon, t'as eu combien? Parce que nous, on doit réparer la voiture. Je me suis dit peut-être qu'il les avait vendus $10 000. Et il a dit on a vendu les droits pour $400 000. Et là, je me suis écroulé. J'étais sans force. J'ai dit, t'as dit $4 000, non? Non, 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 non. $400 000. Et donc, je commençais à tourner dans l'appart en me tenant la tête. Je n'arrivais pas à y croire. Et c'était dimanche. Et tous les magasins étaient fermés. Mais je me suis dit, ma femme m'a dit avec ce bouquin, il faut que je lui achète un cadeau. Il faut que je lui achète un cadeau. Mais toutes les boutiques étaient fermées, sauf la pharmacie. Donc, je lui ai acheté un sèche-cheveux. J'espère que vous l'avez gardé, ce sèche-cheveux. Une autre auditrice de... en souvenir, une autre auditrice de France Inter, Émilie Pilar. Bonjour Émilie. Une question à Stephen King. Bonjour. Bonjour. Vous avez souvent mis en scène des enfants ou des peurs d'enfants dans vos livres. Pensez-vous que toutes les peurs prennent source dans l'enfance? Et de quoi aviez-vous peur, petit? Quand moi j'étais enfant, j'avais peur du noir. Il fallait que j'aie la lumière là où j'allais dormir. Il fallait que la lumière soit allumée quand j'allais dormir. Et Dieu la bénisse, elle comprenait ça. Elle a compris que j'avais peur du noir. Mais j'avais une grande imagination en tant qu'enfant. Je n'avais pas découvert l'écriture, donc une grande partie de ces terreurs restait à l'intérieur de moi. Et moi, je voyais des formes dans l'obscurité. J'avais peur des choses que je voyais à la télé, vous savez, les émissions avec les monstres. Et je peux me souvenir très bien que ma mère et mon frère aîné, à l'époque, il y avait des... Vous savez, c'était à la radio, il y avait des émissions radiophoniques, des drames à la radio, il n'y avait pas de télé. Et ils écoutaient cette émission qui s'appelait Dimension X. Et moi, je n'avais pas le droit d'écouter, parce que ma mère me disait « Ah, tu vas rester réveillé toute la nuit, tu as trop d'imagination. » Donc, elle fermait la porte et ils écoutaient la radio. Et moi, j'allais à la porte et je l'ouvrais tout petit. J'écoutais, la porte entrouverte, et je restais éveillé toute la nuit parce que j'avais peur. Mais vous savez, les enfants sont parfaits pour le type de récit que je raconte, parce que les enfants n'ont pas de choses préconçues. Ils croient à tout. Ils croient au Père Noël et au diable. Et les clowns, surtout quand les clowns sont des tueurs d'enfants. Ce qui se passe avec les clowns, c'est que tout le monde pense que, allez, on va emmener les gosses au cirque, ils vont voir les clowns, et les clowns vont être tellement drôles. Rigolons. Mais les enfants ne pensent pas que les clowns soient drôles. Ils voient ce maquillage, visage blanc, et ce faux sourire, et ils sont terrifiés. Et quand le clown s'approche des enfants pleurent toujours, parce que les clowns sont tellement bizarres. Donc quand j'ai écrit un roman, je dirais, bah, le clown, ça sera parfait. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent me voir et disent rien ne m'a tellement fait peur que le clown. Vous aimez les clowns, Émilie? Non, j'ai peur des clowns. Vous voyez? Elle a peur des clowns aujourd'hui. D'autres questions d'auditeurs que nous avons reçues via Facebook ici à France Inter. Myriam qui vous demande, Stephen King, en quoi le Maine, l'État dont vous êtes originaire, et je crois où vous vivez, et où se déroule la quasi-intégralité de vos histoires, en quoi cet État est-il propice à susciter autant de peur ou de surnaturel? Vous savez quoi? Si j'étais né au Nebraska, si j'avais grandi, ça serait le Nebraska. Si j'avais grandi à Paris, eh ben, ça serait Paris.
Hemingway a dit, faut écrire sur ce qu'on connaît. Et moi, j'ai pris ça vraiment au plus profond de moi. En tant qu'enfant et en tant que jeune écrivain, je voulais écrire des histoires qui se placeraient n'importe où, mais pas dans le Maine, parce que j'y étais né, c'était chiant quoi, de vivre dans un petit village et de savoir tout ce qui se passait là-bas. Et peu à peu, je me suis dit, c'est l'endroit que je connais, c'est l'endroit que j'aime. Et donc, c'est l'endroit sur lequel je dois écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était très bon pour l'industrie touristique. Et au-delà du Maine, Stephen King, est-ce qu'elle vous plaît, l'Amérique d'aujourd'hui? Est-ce que j'aime l'Amérique d'aujourd'hui? Question très difficile. Eh bien, je le dis comme ça. J'aime l'Amérique. Je l'aime de tout mon cœur. Mais il y a beaucoup de choses en Amérique que je n'aime pas. Je pense que trop d'Américains sont amoureux de leurs flingues. Trop d'Américains ont une tendance à croire que les gens qui sont pauvres sont des paresseux. Il y a cette division dans le pays entre ceux qui ont voté pour Barack Obama et croient dans un ordre du jour de progrès et d'autres qui veulent rien savoir et qui veulent cesser que le gouvernement fonctionne pendant 2 semaines pour exprimer à quel point ils haïssent la politique d'Obama. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a une division politique en Amérique. Et quel que soit le côté auquel on appartienne, c'est contre-productif en termes de progrès. C'est contre-productif à l'avancée avec les problèmes importants du jour que savoir comment s'opposer au terrorisme au Moyen-Orient, comment s'occuper de la baisse des ressources naturelles. Je ne veux pas parler politique ici, mais quand ça en vient aux gens, même dans les petites villes, dans les villes, même, vous savez, ces gens-là, moi, je les aime tous. Une dernière question, toujours via Facebook. Pascal vous demande: pourquoi êtes-vous si discret? Pourquoi vos déplacements à l'étranger, y compris pour la promotion de vos romans, sont-ils si rares? Et c'est ce qui fait événement aujourd'hui pour votre venue à Paris. Bon, on a le choix. On peut être une personne privée, rester à sa place, faire son boulot, ou alors devenir une personnalité publique, une célébrité, faire beaucoup de télé, de radio, d'interviews, et devenir quelqu'un qui travaille de temps en temps. Voilà. Moi, j'aime travailler. Et puis, moi, je suis très mal à l'aise avec l'idée de célébrité, d'être moi-même célèbre. Vous savez, moi, je vis dans un petit patelin et je suis traité comme tout le monde. Cette situation de venir à Paris, j'adore Paris, j'adore la ville, c'est un endroit superbe. Tout le monde à Paris a été super avec moi. Donc, j'aime ça. Vous savez, même le soleil était là hier. Oui, enfin, pas tout le temps. Mais c'est trop, quoi, c'est trop. Ça me rend trop plein de moi-même. Non, j'aime bien être plutôt au calme. Eh bien, nous, on a été ravis de vous accueillir, Stephen King, et je suis sûr de parler au nom d'un très grand nombre de gens, un très grand nombre d'auditeurs. Merci à vous de nous avoir fait l'honneur de cette interview ce matin au micro France Inter. Merci beaucoup. Merci à vous.